BFM Business, Intégral Placement, 100% placement. De très nombreux particuliers en ce moment s'intéressent à la bourse. Pendant la période de confinement, 150 000 nouveaux particuliers investis en bourse. C'est assez énorme. Et donc, on va essayer de continuer à faire de la pédagogie autour des marchés financiers, vous apporter des pistes pour investir, mais pas investir n'importe comment, ne pas se ruer n'importe comment, tambour battant sur les marchés, y aller à mesure et avec le plus de maestria possible. Et pour cela, deux de nos experts sont présents, ont répondu à notre appel pour essayer de vous guider, vous éclairer sur le potentiel des marchés. François Monnier, le directeur de la rédaction d'Investir. Bonjour François. Et Romain Burnand. Bonjour Guillaume. Romain Burnand, co-dirigeant de Moneta Asset Management. Bonjour à vous aussi Romain. Bonjour Guillaume, bonjour François. Ravis de vous retrouver pour essayer de mesurer ensemble le potentiel des marchés et d'apporter des éclairages, des conseils et des repères à nos auditeurs et téléspectateurs. Romain, les investisseurs en actions en ce moment ont l'air de se poser beaucoup de questions. Vous dites même que les investisseurs en actions sont face à deux cassures sur le marché. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Oui, il y a une première cassure qui est entre l'économie et les marchés. L'économie est au plus bas. Et les marchés, eux, ont déjà fortement rebondi. Alors si on écoute l'observatoire de BFM Business, on dit ben voilà, ça rebondit, mais c'est vrai, ça a anticipé l'évolution qui est traduite aujourd'hui dans les chiffres de votre observatoire et dont vous venez de parler. Et puis il y a une deuxième cassure qui est celle dans les valeurs qui sont cotées, entre des valeurs qui sont aujourd'hui encore plus stars qu'avant et des valeurs qui sont encore plus délaissées qu'avant. Donc un fort écartement des valorisations. Double cassure sur les marchés. Alors on va prendre la première cassure. Une brisure entre l'économie et les marchés qui tiennent alors que l'économie s'est cassée la figure et bien sûr vit l'une de ses pires périodes depuis des décennies et des décennies. Et pourtant les marchés ces dernières semaines ont plutôt tenu. Comment on explique cette cassure ? Alors on l'explique parce que l'abondance de liquidités, l'intervention des banques centrales, l'intervention des États, financement du chômage partiel, financement des entreprises par les banques, et vous l'avez traité le sujet précédemment. Donc contrairement à la crise de 2008-2009, il y a des liquidités dans le système, elles sont faites pour être abondantes, donc les gens ont de la trésorerie, les particuliers, les institutionnels ont de l'épargne à placer et les fonds monétaires ont énormément collecté ces derniers temps. Donc il y a de la trésorerie et effectivement on a des conjonctures économiques qui dit plus grave crise économique, plus grave ralentissement économique dans les pays développés depuis la Deuxième Guerre mondiale, mais forte reprise en 2021 et éventuellement en 2022 on retrouve le niveau de 2019. Donc ça c'est effectivement quelque chose qui est positif. Ceci dit, il y a des risques et les risques c'est que l'épidémie puisse reprendre, donc le risque sanitaire, que les chiffres indiqués de l'observatoire de BFM Business finissent par faiblir parce qu'il y aurait peut-être éventuellement un manque de confiance des acteurs économiques qui ont été perturbés par cet arrêt de l'activité, qu'il peut y avoir bien sûr toujours les risques politiques, géopolitiques qui faisaient l'actualité du marché entre par exemple les Américains et la Chine avant la crise sanitaire, et enfin d'autres effets toujours possibles. L'économie, c'est pas une science mécanique, c'est une science humaine. Et le climat sur les marchés est toujours très très changeant. C'est d'ailleurs frappant cette semaine, François, de voir à quel point l'ambiance sur les marchés s'est transformée, s'est modifiée après plusieurs semaines de belles résistances des marchés face à la crise. Et on a vu cette semaine un décrochage, les séances de baisse et assez nettes baisses s'enchaîner, y compris sur les marchés américains. Le temps change vite en ce moment sur les indices boursiers. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. On a eu une belle remontée et puis maintenant on est dans une phase un peu de doute. Ce doute vient de ce qu'a expliqué Romain, c'est qu'on craint d'abord une deuxième vague de contamination, donc c'est un risque qui peut pas être écarté. On sort d'une période de publication, on pourra en reparler, mais qui apporte beaucoup plus de questions que de réponses pour une fois. Et puis, on a cette guerre commerciale qui est un petit peu larvée, où on a de temps en temps Donald Trump qui hausse le ton en expliquant que les Chinois respectent pas l'accord qui a été signé en janvier. Et puis enfin, on a les banques centrales qui semblent un petit peu fatiguées, ou du moins qui ont montré qu'elles avaient déjà fait beaucoup et que ce sera difficile de faire encore plus. On a la Cour constitutionnelle allemande qui est en train de mettre un petit peu des bâtons dans les roues à la BCE pour pas qu'elle injecte encore trop de liquidités, ou du moins qu'elle rachète trop de dettes. Et puis on a la Fed qui dit qu'elle a déjà fait beaucoup et qu'elle n'a pas envie de mettre les taux dans un environnement négatif, donc installer des taux négatifs.
et qui dit maintenant c'est plutôt à l'État, plutôt à Trump de relancer et d'annoncer un nouveau plan de relance à la rentrée. Donc cet univers fait que ce contexte fait que on a eu quelques prises de bénéfices pour des gens qui avaient acheté beaucoup plus bas. Je vous rappelle qu'on était il n'y a pas très longtemps encore aux alentours de 3006, 3007, 3800 points, et donc ça a fait pchit un petit peu sur les marchés cette semaine. En effet, alors on verra si l'abondance de liquidités permet d'enrayer cette baisse, d'éviter qu'elle n'aille trop loin, éviter un effet toboggan sur les marchés financiers. Abondance de liquidités dont vous nous parliez, Romain, et bien sûr qui pourrait aussi encourager les particuliers à continuer d'investir sur les marchés, même si... Alors, c'est aussi une autre cassure, une autre brisure que vous voulez mettre en avant aujourd'hui. On ne peut pas parler d'un marché. Quand on parle du CAC 40, on peut parler de plusieurs marchés parce que certaines valeurs restent sur des niveaux très corrects, d'autres sont au contraire sur des plus bas historiques, des niveaux de valorisation bas jamais vus jusqu'ici. C'est une deuxième brisure. Et est-ce qu'elle vous inquiète? Est-ce que le fait qu'il y ait cette dichotomie, un élastique aussi tendu entre les valeurs les plus chères et les moins chères du marché, vous inquiète sur la suite? Alors, ça m'inquiète pas plus que ça, puisque ça montre une inquiétude des investisseurs. Vous voyez, les investisseurs veulent bien investir en actions, mais veulent pas prendre trop de risques et vont vers des valeurs qui sont des valeurs plutôt pas affectées par la crise. Donc, si les indicateurs BFM Business montrent la poursuite de la reprise de l'économie, il faut être plutôt sur les valeurs qui ont souffert que sur les valeurs qui ont bien résisté. Donc, vous voyez, c'est plus une source d'inquiétude. Plus qu'une source d'euphorie boursière. Les gens sont pas naïfs, les investisseurs sont prudents, ils sont restés investis en bourse, mais se sont plutôt réfugiés sur des grandes valeurs, des valeurs solides bien sûr comme L'Oréal, des valeurs qui peuvent éventuellement bénéficier de l'environnement sanitaire comme les grandes sociétés pharmaceutiques, ou des valeurs qui bénéficient de la digitalisation accélérée de l'économie, comme par exemple le secteur des paiements, ou des valeurs par nature défensives parce qu'elles ont des contrats qui sont conclus à long terme, comme par exemple certaines valeurs présentes dans les énergies renouvelables. Bon, quelques idées d'investissement pour nos auditeurs et téléspectateurs. Alors, les renouvelables, pourquoi pas, Worldline dans les paiements, l'immobilier d'habitation aussi en Allemagne que vous mettez beaucoup en avant, Romain. François, de votre côté, quand vous regardez les publications des entreprises, justement, vous êtes plutôt rassuré. Il y a des secteurs dont vous vous dites, compte tenu des publications et des perspectives qui sont annoncées, ce sont ces secteurs-là qu'il faut privilégier pour la suite plutôt que les valeurs les moins chères en se disant « Ah, elles sont pas chères, je vais les acheter ». Non, c'est pas le réflexe à avoir. Il faut vraiment regarder les perspectives des sociétés. Oui, absolument. Ce qu'on peut voir avec cette publication des comptes du premier trimestre, alors bien sûr, ce sont des comptes un peu biaisés puisque la pandémie a véritablement frappé les États-Unis et l'Europe à partir de la mi-mars. Donc, on a des comptes qui, pendant 2 mois et demi, ont été plutôt corrects. On voit déjà une formidable, en tout cas une cassure importante. Globalement, le chiffre d'affaires des entreprises du CAC 40 a reculé de 3,5% au cours du premier trimestre. Et dans ces 3,5%, on a des baisses de plus de 10% dans les secteurs des produits de base, du tourisme, l'aéronautique, du luxe et l'automobile. Alors qu'à l'opposé, on a la technologie, les secteurs défensifs comme l'alimentation, la santé, qui, eux, tirent très très bien leur épingle du jeu. Et pour les entreprises qui publient leurs résultats, pas uniquement le chiffre d'affaires, donc il y en a une petite dizaine, là aussi on a un bilan très contrasté, avec d'un côté des profits en légère progression chez Sanofi, chez Dassault Systèmes, chez ST Microelectronics, voire Orange, et des pertes qui peuvent être très lourdes chez Airbus ou Société Générale. Donc on a déjà un grand écart. Ce grand écart, on le retrouve aussi dans les perspectives. On a, et c'est un niveau historique, beaucoup d'entreprises qui ont décidé de plus donner d'objectifs pour l'ensemble de l'année. Donc, c'est quasiment du jamais vu. Alors, bien sûr, il y a toujours quelques valeurs qui, chaque année, refusent de donner des objectifs. Il y en a à peu près 6 dans le CAC 40. Et là, on en a 20 de plus qui ont décidé d'annuler, en tout cas, leurs objectifs, en évoquant, bien sûr, des raisons de force majeure pour pas s'engager. Alors, à l'opposé, on a quand même 3 sociétés qui, depuis le début de l'année et encore qui ont renouvelé leurs objectifs sur l'ensemble de l'année. C'est Air Liquide, Orange et Sanofi qui, pour eux, l'environnement, ça n'a pas d'impact véritablement sur leur objectif 2020. Et ça mérite bien sûr d'être souligné. Intéressant de souligner en effet les sociétés, d'insister sur les sociétés dont les perspectives sont plus favorables que pour les autres et la façon dont les marchés ont réagi à leur publication. Il y a aussi la question des dividendes. On conseille régulièrement, les spécialistes conseillent régulièrement aux particuliers, aux investisseurs en bourse tout simplement de privilégier des valeurs de rendement qui apportent de la visibilité, une récurrence, une régularité également de la performance. Sauf que cette année, la plupart des dividendes ont été coupés. Quel regard, quel conseil on peut apporter à nos auditeurs là-dessus sur la question des dividendes et des valeurs de rendement, François ?
Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que le dividende, c'est vraiment une composante essentielle pour la performance d'un portefeuille. Sur longue période, c'est 60% des gains qui sont assurés par les dividendes et seulement 40% par les plus-values. Ceci étant dit, ce qu'on peut observer cette année, bien sûr, c'est qu'il y a des coupes très claires. Il y a au sein du CAC 40 14 entreprises qui ont décidé de faire l'impasse cette année sur le dividende. Donc, il s'est littéralement évaporé. On a à peu près 14 autres entreprises qui ont décidé de le réduire entre 30 et 50%, et seulement 7 entreprises qui ont décidé de maintenir un dividende conséquent et donc de ne pas y toucher malgré la crise. Alors, les fameux 7 samouraïs, on a Air Liquide, Dassault Systèmes, L'Oréal, Sanofi, Schneider Electric, Total et Vivendi, eux, ils ont maintenu leurs dividendes. Alors, et globalement, si on veut faire une moyenne, on sait que dans le CAC 40, le dividende a été coupé de moitié pour cet exercice. En tout cas, les dividendes liés aux résultats 2019 qui seront distribués en 2020, c'est-à-dire dans les jours qui viennent. Les 7 samouraïs, comme vous dites, que vous avez cités, qui ont réussi à maintenir leurs dividendes dans la période actuelle, vous pensez qu'ils ont encore plus, en faisant ce choix-là, encore plus solidifié la confiance que peuvent leur attribuer les investisseurs, à savoir, même dans une période si compliquée, maintenir le dividende, c'est le gage que oui, dans ces entreprises-là, on peut trouver la stabilité du dividende, des dividendes presque à toute épreuve, et donc en sortie de crise, ça pourrait renforcer encore un peu plus l'attrait de ces sociétés pour les investisseurs boursiers? Bien sûr, parce que ce qu'on peut voir, c'est qu'aujourd'hui, c'est le cash qui est roi. Dès qu'il y a une peur sur les actions, beaucoup d'acteurs veulent, en tout cas les gérants veulent du cash, et les entreprises se disent, en ayant une récession la plus importante depuis la Seconde Guerre mondiale, se disent que le cash, il faut vraiment en avoir beaucoup, parce qu'on ne sait pas exactement de quoi sera fait demain. Donc l'importance générée par le cash, il n'a jamais été aussi fort, en tout cas depuis la Seconde Guerre mondiale. Et donc des entreprises qui sont capables de distribuer du cash dans cette période assez exceptionnelle, je pense notamment à du Air Liquide, du Schneider, du Sanofi, du Vivendi, c'est vraiment un gage de confiance, dans l'avenir, et 2, un gage de solidité dans leur modèle économique. Romain, c'est quoi un portefeuille idéal pour ceux qui souhaitent investir en bourse, justement? Quel équilibre est-ce qu'il faut trouver dans le portefeuille? Est-ce qu'il faut chercher, en tout cas, de votre point de vue chez Moneta? S'il faut avoir un portefeuille, je dirais, équilibré, puisque quand on est particulier ou même quand on est professionnel, l'horizon n'est jamais clair, ou quand l'horizon est clair, c'est peut-être qu'on s'illusionne par rapport aux incertitudes de la vie économique telle qu'elle est. Donc on n'est pas à l'abri de surprises, ni bonnes, mais éventuellement mauvaises. Donc un portefeuille équilibré, ce sont des valeurs d'un côté solides, et celles dont notamment les samouraïs dont a parlé François, et éventuellement pour ceux qui veulent de la plus-value, des valeurs qui sont risquées, qui sont même éventuellement à prix très cassé. Si elles ont une structure financière solide, ça peut être de beaux conseils. Donc dans les valeurs risquées à prix cassé, on a des gens comme Alten, qui est un track record exceptionnel sur les 15 dernières années, pas de dette. On a une valeur comme Eiffage. Vous avez parlé de la reprise des chantiers progressifs en France. Ça nous paraît des bons paris parmi les valeurs qui ont été fracassées par la crise sanitaire en termes de cours de bourse. Quelques idées très concrètes et pratiques pour vous permettre, à vous qui nous écoutez, qui nous regardez, de passer à l'acte éventuellement et d'arbitrer vos portefeuilles boursiers. Merci à tous les deux. Romain Burnand, co-dirigeant de Moneta Asset Management, et François Monnier, directeur de la rédaction d'Investir. Vous revenez tout à l'heure dans moins d'une heure, messieurs, pour répondre aux questions très concrètes et pratiques à nouveau de nos téléspectateurs et auditeurs. Envoyez-les-nous, vos questions, sur votre portefeuille boursier, sur vos placements en général, sur notre site bfmbusiness.com. Et donc François et Romain vous répondront à partir de 11h40 en direct, bien sûr. C'est notre promesse quotidienne, vous apporter un maximum de munitions pour préparer votre avenir.